bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci d'être là pour ce séminaire intitulé de Réseau de femmes rurales au Lévignan, la création de communs pour faire territoire, présenté par Sophie Boiscan, maîtresse de conférence à l'Université Grenoble et chercheur à l'unité de recherche du CNRS. Alors, le séminaire est organisé conjointement par pas mal de monde, donc je vais faire la lecture. Là, je m'excuse, ça va être un peu long. Par le CRIS, qu'on remercie pour tout l'appui technique et autres, et le CRIS en particulier, l'axe de recherche politique et pratique sociale, l'axe aussi territoire et milieu de vie, et aussi aux crises par le pôle de l'Université du Québec en Ontario. Il est aussi organisé par l'Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes Oregon, l'Université du Québec en Ontario, par l'équipe Ville inclusive de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, par le Réseau québécois en études féministes, le REQEF, et enfin par le laboratoire de sciences sociales PACT de l'Université de Grenoble. Avant de présenter notre invité, je voudrais vous mentionner que cet événement sera enregistré. Donc, nous vous invitons à garder vos microphones fermés jusqu'à la prise de parole. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, veuillez fermer vos caméras ou poser vos questions dans le fil de discussion. Et l'enregistrement sera diffusé sur web par le CRIS et par l'Organisation. D'accord? Donc, le webinaire devrait durer à peu près 50 minutes. En fait, pas 2 heures en tout, mais 50 minutes de conférence, puis il y aura une période d'échange avec le public. Bon, alors, c'est le temps de présenter notre conférencière, Sophie Boiscan. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble et chercheuse à l'unité de recherche PACT du CNRS depuis 2005. Elle est actuellement vice-présidente égalité femmes-hommes et lutte contre la discrimination à l'Université de Grenoble. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans le champ des études de genre appliquées aux questions des inégalités sociales, spatiales et territoriales. Ces recherches visent à déterminer comment les genres se déploient dans l'espace et comment les personnes, selon leur genre, peuvent ou sont autorisées à prendre place dans le territoire et les villes de gens. Alors, avant de vous céder la parole, en fait, je vous donnerai plutôt les indications suivantes pour des échanges là, tout à l'heure quand on arrivera à la période d'échange. Alors, je cède ma place à Mme Boiscan. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Denise Côté pour l'introduction et la présentation. Et puis, évidemment, merci au CRIS pour cette invitation à ce séminaire et me donner l'occasion de vous présenter une certaine partie de mes travaux de recherche. Donc, comme l'a indiqué Denise Côté, vous avez compris que je travaille sur les approches de genre à l'espace, au territoire, selon des inégalités depuis un petit moment. Et c'est vrai que dans nos échanges respectifs avec Denise Côté, qui Sylvie Paré depuis 11 ans maintenant avec Denise, on a toujours des passages et des circulations transatlantiques sur les concepts. Alors, il y a peut-être des choses qui vont vous déranger, vous agacer, des choses qui vont vous plaire, mais c'est une manière aussi d'un cheminement que j'ai fait d'amener aussi ce champ de recherche dans le champ plus français, on va dire, des approches de genre en géographie, dans le territoire et dans le champ de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et du coup, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais être plutôt sur des travaux dans l'espace de la déruralité en France, qui était au départ un champ de recherche abordé sur les inégalités de genre dans les territoires ruraux pour mon doctorat de recherche. Alors, par contre, je peux pas faire ici. Oui, sélectionner le temps. Et après, je vais avancer avec les questions. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Donc, juste pour préciser que j'ai effectivement travaillé plus sur les espaces ruraux
rentrée après en Méditerranée, donc dans le sud de l'Europe, durant mon doctorat. Et j'ai eu une période où effectivement, j'ai plus travaillé sur la prospective des espaces périurbains, de l'urbain. Et en 2016, c'est les femmes rurales qui sont revenues vers moi, et notamment vers le CERMOSEP, donc qui est la plateforme du développement territorial, donc qu'on appelle le campus rural de l'Université Grenoble-Alpes, qui est situé en Ardèche, qui depuis plus de 25 ans travaille sur les questions du développement rural, territorial, et d'ailleurs de nombreux collègues de CERMOSEP en lien au laboratoire PACT associé aux crises dans toutes les analyses sur ces ressources territoriales, l'innovation sociale. Donc, je vous parle aussi aujourd'hui depuis autour et avec ces femmes rurales qui nous ont recontactés pour travailler avec l'université en 2016 avec un objectif précis qui était de valoriser la place des femmes dans les espaces ruraux et du coup de construire un projet avec l'université. Alors, chemin faisant, on a construit un projet Erasmus, qui sont les projets européens et qui concernent aussi les publics adultes. Et donc, on a pu travailler avec 3 partenaires et des collectifs de femmes en Europe. Donc, en Ardèche, c'est le collectif Grain d'ici, Odette, qui est un collectif de femmes plutôt dans l'entrepreneuriat, mais qui soutient les activités des femmes dans les espaces de la ruralité. Résilience, qui est une coopérative de recherche et développement inscrite sur l'écologie, les approches de genre et la diversité en Catalogne, et le centre Ergani en Thessalonique, en Grèce. Donc, on a eu un objectif principal, capitaliser des pratiques, donner accès à des ressources de formation et d'accompagnement pour les femmes rurales habitant dans les espaces ruraux méditerranéens. On a eu différentes formes de production, donc je présenterai surtout le travail du Living Lab aujourd'hui notamment. Donc, vous pouvez tout retrouver sur l'adresse du site qui est indiqué du MR-Pact du projet. Donc, on a travaillé sur une recherche comparée sur les femmes et les médias dans ces 3 pays, la production du visuel, le type des magazines pour valoriser des portraits de femmes, un webdoc, la production et la coordination d'un MOOC Femmes et territoires en Europe, qui a eu 2 sessions avec plus de 6000 apprenants, la réalisation d'une exposition sur la voix des femmes rurales, et puis des sessions de formation tout au long de la vie pour les collectifs de femmes et ces femmes rurales. Donc, j'étais responsable de ce projet. Et il y a eu différents stagiaires et voilà, ingénieurs d'études et de recherche qui sont passés dans ce projet. Mais je voulais remercier Mélodie Roche, qui est ingénieure d'études au CERMOSEP, donc en Ardèche à Lugia, qui a été particulièrement investie sur ce projet. Vous avez vu, j'ai mis 2021 plus une année en crise Covid parce que nous avons dû finir toutes les productions de manière dématérialisée. Donc, pour un collectif qui travaille sur 3 pays, bon, voilà, pendant la période Covid. Et Mélodie Roche a été très investie, surtout le suivi de ces productions. Alors, du point de vue du champ théorique, voilà, moi je vais parler du point de vue des études de genre, et donc je travaille depuis longtemps sur des approches de construction sociale et culturelle du genre dans l'approche de l'espace, des territoires, que ce soit sous l'angle des pratiques, des usages, mais aussi de la production de la politique publique ou de la politique territorialisée, pour voir si les besoins exprimés localement font l'objet d'une mise à l'agenda politique. J'y reviendrai. J'ai un contexte de production dans un dispositif de recherche qui est faire avec et pour. C'est-à-dire que longtemps, j'ai travaillé aussi dans la production et l'analyse de la norme de la politique publique ou de l'aménagement, du développement. Aujourd'hui, je travaille, et ça a toujours été mon cœur aussi de recherche, énormément sur les récits de vie, sur la manière dont la parole des femmes et des collectifs, en l'occurrence, puisque là, on était sur des collectifs, s'exprime au travers des dispositifs de recherche par l'université, le laboratoire, et comment on fait avec et pour aussi dans la production de nos corpus de recherche, à la fois théoriques et méthodologiques. J'ai des notions effectivement un peu phares depuis le départ, les réseaux de femmes notamment, la question des capacités, renforcement des pouvoirs d'agir, et puis récemment la question des communs qui est devenue à l'agenda de nos recherches, qui circulent au niveau international et du coup qui me pose question, et ça m'intéressait aussi de débattre aujourd'hui dans le séminaire du CRIS, demain dans l'équipe Ville et Territoire Inclusif sur ces notions de communs. Donc, dans le cadre de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on est beaucoup aussi dans une approche méthodologique. On a créé des apprentissages collectifs et on a dû adapter nos outils de recherche aussi en fonction des collectifs de femmes, des coopératives, de leurs besoins et de la manière dont on allait coproduire ensemble, effectivement, des corpus à la fois de recherche et des corpus de médiation de la recherche. Donc, l'approche de terrain, c'est les ruralités du sud de l'Europe, je reviendrai dessus.
Et c'est vrai que ça m'a questionné cette histoire des communs, puis on a des échanges réguliers avec Denise Côté sur ce sujet. Est-ce que finalement, ces formes du commun, on est dans des nouveaux mécanismes, des nouvelles dynamiques, ou est-ce qu'on réactualise finalement ces choses qui étaient déjà partagées depuis la fin des années 90 sur la question du développement local, du développement social local, où il y avait des formes de communauté, ce que vous appelez l'approche communautaire au niveau québécois. Mais est-ce que finalement, on produit autre chose? Est-ce que les mécanismes sont nouveaux? Voyez, est-ce que on a réactualisé quelque chose au travers de cette notion de commun, ou est-ce que c'est du communautaire qui circule au niveau international? Donc, je suis un peu aussi actuellement dans ces réflexions, dans le cadre aussi de la préparation de mon habilitation à diriger les recherches. Donc aujourd'hui, j'aurai 3 temps de présentation. Assez rapidement, les inégalités de genre, les ruralités, le développement des territoires pour cerner le champ théorique. Et puis, un petit moment aussi sur les formes de mobilisation et de reconnaissance dans ce qui se joue aujourd'hui en Europe sur les ruralités. Et puis, au travers du projet, on a travaillé sur la préfiguration, l'élaboration d'un living lab. Vous savez, on n'a pas échappé non plus aux objets qui circulent pour voir si finalement, on pouvait faire sens collectif, tiers-lieu, inscrire territorialement ce qui s'est révélé être un commun féministe. Mais je reviendrai dessus. Il y a des grands questionnements sur ça. Donc, effectivement, le champ du développement territorial, du développement local, c'est un champ nouveau. Hein. J'ai travaillé dessus, Annie Labouré-Racapé, Isabelle Puech, j'ai cité Hélène Guetta sur les ruralités, Denise Côté, Verschour en 2019, je pourrais en citer d'autres. Donc, le champ des femmes et du développement local, il est travaillé depuis les années 90 au niveau international. Il a largement démontré aussi l'intérêt d'aller sur les approches genre et développement local pour être plutôt dans l'analyse des rapports sociaux de sexe, voir les impacts aussi au masculin et au masculin. Mais aussi, c'est des champs de recherche qui se sont beaucoup concentrés sur l'analyse des politiques internationales dans les pays dits en transition du Sud, sur cette expression, et qui ont beaucoup travaillé, ce qui a été mon cas aussi, hein, sur l'analyse des coopératives économiques autour de ressources particulières. Donc, on a eu tout ce moment-là, et donc ça a permis effectivement, même si il faudrait une valorisation et se dire que ce n'est jamais suffisant, quand même, il y a quand même beaucoup de production scientifique et aussi opérationnelle auprès des bailleurs internationaux sur la manière de construire une politique internationale sur le genre et le développement. J'essaye de n'employer aucun anglicisme dans ma présentation. Alors, je fais des études. Sur le troisième point, du coup, on a beaucoup été dans l'analyse du renforcement des pouvoirs d'agir, des capacités, des capacités, et donc, je me suis beaucoup intéressée aux travaux, évidemment, d'Amartya Sen. Avec ma collègue Liliane Wenzel, on a travaillé sur le lien entre genre et ressources territoriales. Et puis, je suis plus maintenant dans les approches de Martha Nussbaum sur la question, je reviendrai dessus, autour du care, du bien-être, qui permettent aussi d'aborder d'une autre manière, puisque je ne suis pas moi économiste, mais dans l'approche géographique et territoriale, ce champ des capacités, des capacités. Alors, pour vous parler des ruralités qui vont nous concerner, c'est assez spécifique, je reviendrai dessus, parce que les espaces ruraux en Europe du Sud, mais notamment en France aujourd'hui, ça concerne une femme sur 3. Donc, ce n'est pas anecdotique, hein, ce qui est différent de vous au Québec sur des espaces dédensifiés et très isolés. Mais nous, avec la connexion urbaine, il y a effectivement eu des périodes de l'exode rural, notamment en France dès le 19e siècle, les campagnes se sont dépeuplées. Par contre, aujourd'hui, il y a une pression urbaine qui fait que l'urbain s'étale de plus en plus des zones rurales et qu'il y a quand même une femme sur 3 qui habite dans ce qu'on catégorise au niveau géographique dans les ruralités. Donc, ce n'est pas anecdotique. Donc, ce qui s'est passé, en tout cas au niveau de la France, c'est que ces campagnes, elles étaient plutôt dans une place des femmes assez traditionnelle, hein, c'est-à-dire autour des activités domestiques, investies dans le champ du religieux et notamment dans les territoires qui nous concernent sur le sud Rhône-Alpes, hein, qui sont l'Ardèche du Sud et la Drôme. On est sur un investissement autour des obédiences catholiques, protestantes très investies dans ces territoires. Et puis, ce qui est des récoltes accessibles, c'est-à-dire que les femmes étaient investies sur l'horticulture, les fleurs, sur des choses qui n'existaient pas une technicité agricole, c'est-à-dire voilà, le blé, enfin voilà, ce qu'elles pouvaient récolter. Donc, les femmes ont toujours travaillé, ça c'est un scoop, hein, évidemment, mais pas forcément avec de la reconnaissance, et puis dans une extension des affaires domestiques.
Elles ont eu de plus en plus de visibilité sociale dans la transformation des campagnes vers ce qu'on va appeler les ruralités, et notamment cette visibilité sociale, la manière dont ça s'est construit en France, ce qu'on appelle l'espace public et la citoyenneté dans les ruralités. Les femmes n'avaient pas accès au comptoir, donc au fameux bar, hein, ça se passe y compris dans l'espace public, mais c'est par là que la République aussi se faisait auprès des hommes. Et très tôt, la citoyenneté des femmes a été quand même invisibilisée. Mais du coup, leur place, c'est de plus en plus rendue importante aux Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, notamment dans le travail qu'elles ont fait autour de la résistance, hein, puisqu'elles ont été beaucoup investies dans les territoires ruraux sur la protection des populations discriminées, victimes de l'exode, et ont participé aussi au maintien des campagnes. Donc, il y a eu cette visibilité sociale, et après la Seconde Guerre mondiale, pour faire court, la question notamment agricole, qui était principale dans les campagnes, a posé des difficultés auprès des exploitations agricoles parce que les femmes se sont retrouvées veuves, devant gérer des exploitations agricoles importantes. Donc, il y a cette histoire du veuvage, et elles se sont organisées assez tôt dès les années 50 pour demander un statut indépendant de femme entrepreneur agricole ou de statut de ce qu'on appelait après le conjoint collaborateur, d'avoir une reconnaissance parce qu'auparavant, les femmes travaillaient dans la ferme, dans les campagnes, sans avoir un statut économique reconnu. Donc, c'est par ce réseau aussi, hein, cette branche professionnelle agricole, que des choses se sont passées autour des femmes, plutôt dans un milieu conservateur aussi, hein, il ne faut pas se cacher, sur des syndicats assez conservateurs. Il n'empêche qu'après la Seconde Guerre mondiale, on fait assez rapidement, les ruralités sont beaucoup transformées en France et en Europe, notamment parce qu'on n'appelait plus ville-campagne, on appelle ça les ruralités. Alors, il y a un terme qu'on connaît en géographie, c'est l'espace rural, c'est la structuration de la politique agricole européenne, la structuration des politiques territoriales. Il y a deux événements qui vont beaucoup marquer voilà, la transformation de la campagne. C'est l'accès à la mécanisation pour tout le monde, les femmes, et surtout que les femmes ont de plus en plus produit jusqu'à aujourd'hui des outils dont elles peuvent se servir, tracteurs, etc., pour faire leur activité. Donc ça, c'était une période années 50-70. Et ensuite, il y a eu une transformation économique aussi dès les années 70 où les femmes ont été énormément investies. Et c'est parti effectivement de l'agriculture parce qu'elles ont assuré des fonctions de tourisme, d'accueil, hein, du domestique élargi, mais aussi une diversité d'activités dans les espaces ruraux qui ont émergé dès les années 80, dû à ce qu'on a appelé le mouvement de retour à la campagne après les années 68 et la mise en place de communautés, voilà, de communautés basées sur l'écologie, sur d'autres formes de rapport à l'alimentaire, à la culture. Et donc, c'est beaucoup de femmes qui ont participé au développement local. Vraiment, le développement local qui est né qui a émergé dans les parcs naturels régionaux en France et notamment dans les territoires du sud des Alpes de Haute-Provence. Et du coup, elles ont participé à toutes les associations sur le développement culturel, écologique, économique. Donc là, elles ont vraiment œuvré au plus près du local et de la proximité. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les analyses, hein, l'extension du voisinage, pour produire aussi ces ruralités et donner le visage qu'elles ont aujourd'hui, c'est-à-dire et notamment dans les territoires du Sud, hein, comme je dis souvent, les urbains qui sont retournés vers les ruralités ou les ruraux qui ont continué à faire vivre leur territoire, c'est aussi des ruralités assez riches, j'en reparlerai, au sens des revenus, et aussi du sud de la France, ils sont au soleil. Hein, c'est pas la précarité du cœur de Bretagne ou du cœur de Lorraine qui a vécu la désindustrialisation agricole. Donc, il y avait du patrimoine, il y avait des ressources de culture, hein, olives, vignes, voilà, qui étaient notamment en place et qui leur a permis aujourd'hui d'avoir un visage où elles ont participé au développement des territoires. Je reviendrai dessus sur leur place, mais aussi dans l'innovation économique locale autour des activités qui sont aujourd'hui présentes dans des espaces ruraux dynamiques, sur les pratiques sportives de pleine nature, sur les projets d'entreprise. Et donc, effectivement, là, on est vraiment passé, à partir des années 90-95, une implication d'un engagement dans la ville, c'est ça rapidement, du développement des territoires, à vraiment de ce qu'on connaissait bien en crise, l'innovation sociale et territoriale, ou de leur investissement, j'ai envie de dire, de voisinage social, voilà, culturel, associatif. Elles sont allées jusqu'à l'écologie et elles ont vraiment été dans un engagement à soi et pour soi, c'est-à-dire, oui, je m'engage pour mon activité, je veux être créatrice d'activité, je veux être entrepreneur, je veux monter des choses, participer avec un statut, une reconnaissance, un salaire associé à ce travail, toujours investi énormément pour les autres et pour les territoires. Et là, c'est là où on se retrouve, que ce soit dans l'urbain ou dans les territoires ruraux,
une place qui est encore très présente sur la proximité, les liens, le relais, hein, ce que Denise Côté avait dans le numéro sorti avec Caroline Andros sur le lien des femmes et le développement local. Et effectivement, elles ont été, pour moi, vraiment porteuses du développement local, en valorisant de plus en plus aujourd'hui toutes les ressources locales, l'innovation écologique et le lien à l'international qu'elles amènent dans ces territoires. Alors, il y a tout ce débat sur l'écoféminisme, les ruralités, et c'est vrai qu'elles ont quand même montré la voie sur les transitions écologiques et sociales dans ces territoires, en s'associant dans des collectifs comme celui dont je vais vous parler. Alors, la question de ce que j'avais pu observer déjà il y a 20 ans est encore présente, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui sont en place autour des femmes, et donc dans ces réseaux, ça va être les réseaux de ferme en ferme, les réseaux femmes entrepreneurs ou femmes dans l'agriculture. Donc, elles se sont organisées depuis 30 ans sur des réseaux, déjà pour parler très souvent d'une ressource territoriale à capitaliser ou d'enjeux de branches professionnelles à valoriser pour avoir plus de reconnaissance et plus de droits. Donc, c'est ce que j'avais appelé le réseau communautaire des producteurs. Donc, on se regroupe pour valoriser, je sais pas, du vin, pour valoriser les cueillettes, pour valoriser auprès de la coopérative une production artisanale et la vendre. Donc, on est vraiment sur cette ressource dans un but aussi de solidarité, mais surtout de mutualiser aussi ce qui leur coûtait en termes économiques dans leur, voilà, qui leur pesait dans leurs relations économiques. Après, il y a toujours ce réseau un peu souple de solidarité locale. Donc, voilà, retrouver une place pour accéder à des services au niveau local. Donc, c'est des réseaux qui sont très localisés, très territorialisés. Et puis, vous avez toujours, en parallèle, des réseaux de revendication et d'innovation où, effectivement, il y a des besoins socio-professionnels exprimés ou des réseaux à forte valeur environnementale ou patrimoniale. Et puis, je reviendrai sur la question féministe. On retrouve donc aussi dans ces territoires les coopératives de production agricole et artisanale et une place très importante dans le tissu associatif et patrimonial. Alors, je vous avais mis quelques données parce que je pense que ça dans quelqu'un. Et donc, voilà. Donc, les territoires ruraux, c'est juste pour que vous voyez la densification urbaine aujourd'hui et la place des ruralités. Donc, vous voyez, on catégorise aussi pas mal d'espaces finalement dans ce qu'on appelle le territoire sous influence du pôle urbain, est-ce qu'ils sont autonomes, très denses ou pas. Et c'est vrai qu'on voit bien, voilà, c'est ce que je vous disais, 11 millions de femmes concernées, c'est 33% de la population française et ça concerne 88% des communes. Alors, c'est toujours quelque chose, quand je le présente ou quand j'en parle aux étudiants, qui surprend, mais c'est le cas. Donc, juste pour voir un petit peu où on est aussi, c'est la voiture qui est le mode de transport le plus utilisé, contrairement aux métropoles aujourd'hui urbaines qui sont beaucoup dotées de reports de transports modaux, comme on dit, transport en commun, plateforme, tram, métro. Il y a un gros problème d'accessibilité. Il y a des territoires ruraux où il n'y a plus de train, c'est que le bus qui y va. Donc, c'est toute une organisation pour les personnes plus âgées, mais aussi pour la jeunesse. Donc, c'est voilà, 80% des déplacements en voiture. 25% des femmes qui travaillent dans le secteur de la santé et du social, donc qui est un secteur très féminisé à 75%, qui n'est pas autant marqué dans l'espace des villes. Et puis, je reviendrai dessus, la proportion des femmes au sein des conseils municipaux selon le type de commune. Alors, ça fait partie des enjeux voilà, des ruralités aussi, de favoriser l'engagement des femmes, pas qu'au niveau associatif, mais aussi au niveau politique. Et je vous donnerai, il y a les ressources pour aller voir le détail, mais comme j'ai envie de dire dans les métropoles, mais c'est encore plus criant dans les espaces ruraux. J'en reviendrai parce qu'en dessous de 1000 habitants, c'est des petites communes, vous savez, en France, c'est des petites communes, il peut y avoir 500, 1000, 2000 habitants, mais en dessous de 1000 habitants, il n'y a pas d'obligation de liste paritaire. Donc, très souvent, c'est au bien vouloir des maires. Et donc, on retrouve beaucoup de femmes, il y a eu plus de 70% d'explosion depuis les années 95-2000 de femmes élues, engagées dans leur commune, dans leur intercommunalité. Par contre, elles sont au niveau des conseils municipaux, il y a très peu de maires, quelques premiers adjoints. Donc, ça veut dire aussi qu'elles ont une place, mais pas totalement à part entière dans l'engagement politique. Alors, sur les formes de mobilisation et de reconnaissance, il y a eu un peu des moments quand même qui ont structuré aussi la prise en compte de ce qui s'est traduit en France, non pas par des politiques de genre et développement,
genre et urbanisme, je mais qui se sont traduits dans la nomenclature qui a été retenue, c'est l'égalité femmes-hommes, très certainement parce que ça correspondait plus et ça correspond plus à notre socle de l'universalité. Vous savez, on a toujours ce problème sur le différentialisme, mais n'empêche que depuis les années 1995, il y a eu une mise en place d'une politique européenne sur l'approche intégrée entre les femmes et les hommes, dont le nom est indiqué en anglais. Et donc, le Conseil de l'Europe le définit. Je m'amuse parce qu'avec donc, le Conseil de l'Europe le redéfinit comme la réorganisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité dans tous les domaines, à tous les niveaux. Donc, c'est l'approche transversale qui dénotait des approches plutôt du renforcement du pouvoir d'agir ou les approches spécifiques. Et comme je dis très souvent, être non transversale, c'est être partout, mais être nulle part aussi quelque part. Donc, il y a eu quand même cette impulsion qui a été un élan au niveau également des ruralités pour mettre en place des politiques d'appui au travers de certains fonds comme le Fonds social européen, le programme LEADER, qui a permis de vraiment structurer des réseaux de femmes et de les reconnaître dans les territoires ruraux, notamment en Italie, en Espagne, en Pologne. La France a été très tardif parce que le fait d'amener le thème culturellement, ça posait problème, contrairement aux autres pays qui sont beaucoup engagés sur ce sujet, qui ont eu des aides très concrètes voilà, pour mettre en place des actions. Et pour faire court, la vraie reconnaissance, j'ai envie de dire politique, elle est arrivée tardivement grâce aux femmes élues, et notamment aux femmes élues de la Drôme et de la région Rhône-Alpes, qui sont majoritairement élues dans ces territoires ruraux, qui ont accédé à des places comme sénatrices, voilà, les places politiques importantes. Et donc, les graphiques que je vous ai présentés tout à l'heure, ils sortent du rapport qui a été produit en 2021 sous l'impulsion des groupes de femmes élues du Sénat. Donc, c'est le premier rapport Femmes et ruralité, en finir avec les zones blanches de l'égalité. Il y avait déjà des rapports européens qui existaient, mais alors avec un vide sidéral au niveau de la France. Et donc, c'est un rapport pour lequel aussi notre projet Netro, moi j'étais auditionnée dans le cadre de cette commission, qui a permis de faire remonter des enjeux. Et donc, c'est la délégation droits des femmes qui a publié ce rapport en montrant l'intérêt d'articuler égalité femmes-hommes et égalité territoriale, montrer la diversité des situations des femmes en ruralité, leur engagement, et qui a mis à l'agenda 8 thématiques qu'on avait retrouvées dans notre projet: la mobilité, la jeunesse, l'insertion, l'entrepreneuriat féminin, l'accès à la santé, l'agriculture, la lutte contre les violences sexuelles et l'engagement politique. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a le rapport complet qui est accessible en ligne, mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un agenda politique des femmes rurales qui est inscrit au niveau des décrets, au niveau des décisions ministérielles, ce qui est une vraie nouveauté, notamment l'association des maires de France a beaucoup emparé du sujet. Donc, ça permet aussi de faire avancer le sujet et de travailler voilà, sur ces enjeux présents dans les ruralités. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, dans le cas de notre projet, Marie Sambla nous parlait d'un féminisme territorial en 2013. Moi, je suis aussi très inscrite dans les notions de participation, des approches du tiers, l'attention, voilà, le souci des autres. Et puis, voilà, j'ai vu les travaux de Frédéric sur le commun féministe. Est-ce qu'on participe d'une politique féministe de gestion de commun? Est-ce qu'il y a des communs en théorie de Strom? Et donc, ça m'a beaucoup questionné sur ce qu'on était nous-mêmes en train de produire dans ce projet Netro. Et notamment, moi, j'ai beaucoup observé, alors, ce qui nous permettra d'ouvrir un débat. Voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, leurs besoins, sans forcément qu'elles m'expriment le fait qu'elles étaient dans une démarche de revendication. Vous voyez, féministe, droit des femmes, voilà, elles étaient plutôt à nous dire, bah, on veut valoriser notre ressource, on veut mieux vivre sur notre territoire, on a des besoins sur la santé. Et là, dans ce projet, Netro, c'était très clair que c'était un projet pour les femmes, par les femmes. Il y avait, on a formé plus de 100 femmes, c'était que des femmes, tout le temps. Et il y avait quand même quelque chose d'assez marqué. Et là, je me suis dit, c'est autre chose. C'est-à-dire que la demande qu'elle m'a faite, et on verra au cours du projet, pour moi, relève plus d'un processus aussi de commun féministe, voilà, on peut le dire, parce qu'effectivement, on n'était pas uniquement dans, bien sûr qu'il y avait ce que je vous ai dit, valoriser les ressources, etc., mais surtout avoir un discours, avoir une visibilité, et pour le coup, ça s'est affirmé, notamment
par la Catalogne, hein, toujours très engagée au niveau européen, en étant sur féminisme, écologie. Donc, vraiment, je fais ce distinguo pour en parler sur ce sujet. Et donc, ça m'a intéressé de voir dans notre dynamique du Lab, est-ce qu'on crée du commun, une communauté qui allait faire l'usage de cette ressource, comment il y a un processus collectif qui se mettait en place, quelle gouvernance. Vous voyez, ça pose la question de la réciprocité du partage du bien collectif et des modalités d'appropriation, sachant que dans notre projet, on mettait sur des, voilà, je vais vous expliquer, sur des partages aussi de ressources, d'apprentissage, c'était du cognitif, hein, c'est pour ça qu'on est parti sur un lab, de partage aussi d'accès à certains services. Donc, je reviendrai dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne et qui m'a questionné. Et notamment, je me suis dit, dans le dispositif de co-recherche qui est le mien, je travaille sur les processus de traduction, c'est-à-dire comment on partage ensemble un discours commun, comment on peut créer de l'interaction entre la mise en réseau, les connaissances, comment, du point de vue des territoires, mon point de vue sur un agencement de ressources matérielles et symboliques, pour renvoyer voilà, aux définitions, notamment de Bernard Debardieu, qui permettent de, voilà, de regarder le retour sur individuel ou collectif. Je me suis dit, ben, voilà, pour les approches de genre, comment, voilà, ce qu'on produit aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller plus loin que de dire on participe à un renforcement de pouvoir d'agir, de capacité des personnes et l'université à sa place quand on recherche là-dedans et on crée ces dispositifs de co-recherche. Et est-ce qu'on peut qualifier notre production de dynamique du fameux réseau Netco comme étant une production d'un commun féministe? Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est cette démarche du fameux Living Lab qui aujourd'hui doit évoluer si on le souhaite, et ce qu'on a mis autour des laboratoires. Alors, c'était dans notre projet, on l'avait déposé, financé par l'Union européenne, on part sur cette idée d'espace ouvert, d'innovation, avec comme cœur d'idée de se dire, bah, nous, on va être dans la coproduction, on veut travailler sur nos valeurs. Et c'est vrai que le travail sur les valeurs, il a commencé dès le début du projet, en octobre 2016, alors avec des techniques qu'on connaît d'animation, des projets autour des groupes, au cours des cartes créatives, on était beaucoup dans la créativité, avec des collectifs de femmes, où je tiens à signaler, vous voyez sur la photo, il y avait des représentants, donc on était en termes d'âge de 26 ans à 75 ans. Donc c'est important aussi parce qu'il y avait beaucoup de diversité, même si on aurait voulu en avoir plus, mais en tout cas dans la participation à ce projet. Et c'est vrai qu'il a fallu amener aussi ces collectifs qui n'étaient pas habitués à la recherche à l'université vers nos champs et qu'eux, ils nous ont amenés aussi sur la manière dont ils voulaient participer de ce projet pour exister en tant que collectif de femmes dans ces territoires. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les valeurs partagées. Et ça, c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu. Voilà, on fait l'atelier sur les valeurs partagées de notre projet. Donc, il y a l'interculturalité qui ressort, les outils à mettre en place, la coopération, le réseau. Et c'est lors de 2 temps de travail, en disant, je dis, qu'est-ce qu'on construit en commun? C'est quoi les valeurs communes? Et là, c'est ressorti le bien-être, l'écologie, l'attention, l'égalité femmes-hommes, gender, et la diversité. Donc, c'était vraiment inscrit dans le cœur de projet. Et c'est pour ça aussi que je me sens plus à l'aise de parler sur ce projet-là par rapport à d'autres que je peux faire dans la mise en place d'un commun féministe, parce qu'il a vraiment été explicité en tant que tel. Donc, dans le processus de fabrique des communs, ce qui me paraît important et ce dont je vais vous expliquer, on a travaillé sur c'est quoi être femme en espace rural, les nouvelles ruralités, l'innovation sociale, comment on peut accompagner la trajectoire des femmes en termes de formation, d'activité, de vie sur le territoire. Tout ça s'est fait aussi en lien, je précise, dans les ateliers des 3 pays. On a fait des ateliers dans les 3 pays sur tout notre projet, traduit en 3 langues, voire en catalan pour toutes les productions au niveau européen. Du coup aussi avec les acteurs des territoires, associations, élus, intercommunalités, pour voir justement s'il y avait un intérêt à cet objet qui allait se territorialiser en espace urbain. Donc, dans les objectifs, ça on l'a déjà dit, du collectif, ça a été redit, améliorer l'accès à la formation de la vie, développer les apprentissages réflexifs, culturels et éducatifs sur le thème de l'égalité femmes-hommes dans les espaces ruraux. Vous voyez, ça rejoint aussi ce qui a remonté dans le travail avec le Sénat. Construire une connaissance collective et collaborative dans un lieu physique d'incubation et de transformation sociale. Alors, je vais passer un peu de temps sur la méthodologie, parce que c'est aussi dans ces moments-là, il me semble, que la question de la fabrique
est très importante. Donc, on a travaillé, alors, c'est en anglais parce qu'on était au niveau européen, donc les copies après sont des fois en français, des fois en anglais, mais là, toute la formalisation est en anglais. Et donc, on a commencé à travailler sur des trajectoires, ce qui me paraissait important. Donc, on a utilisé la technique des personas pour imaginer les besoins, mais aussi, ça a été ces besoins exprimés, vous voyez, dans la page du milieu, sur les profils de femmes qui correspondaient. Donc, ces personas, on les a fait dans des ateliers en France, en Catalogne, pour les 3 pays. Les ateliers ont été reproduits dans les 3 pays pour voir les besoins des femmes, les thématiques. Et donc, on a utilisé cette technique des personas pour créer justement un cheminement sur les imaginaires, hein, parce que je travaille aussi en prospective, les imaginaires communs sur sa question de l'égalité pour ces territoires. Donc, avec des personnes plus jeunes, des personnes moins jeunes qui sont sur le fauteuil roulant, et j'ai laissé l'image parce que les personnes de plus de 75 ans du groupe m'ont enlevé le fauteuil roulant. Vous voyez, c'est elles qui l'ont graffé en disant Sophie, non, pas un fauteuil. Mais c'était très intéressant de voir aussi qu'il y avait une diversité de besoins qui s'exprimaient. Et moi-même, hein, dans les approches de genre que j'ai pu faire, on a eu tendance dans nos disciplines, et c'est vrai que la sociologie nous a aidé à ça, à voir toutes les catégories d'âge, tous les besoins, d'éviter de faire de l'agisme, enfin voilà, de mettre en perspective aussi d'autres formes de catégories qui nous permettent d'observer les territoires. Donc, on a travaillé aussi à des cartographies sensibles qui nous ont permis d'imaginer le Living Lab de demain. Et donc, on a fait des scénarios, des récits, voilà, et de la cartographie quand même, sensible pour imaginer ce futur lab. Et donc, vous voyez, l'un des premiers qui est sorti, c'est Elle, ou Elle avec des ailes. Et c'était vraiment, vous voyez, on trouve une iconographie féministe, il y avait vraiment cette volonté aussi d'inscrire quelque chose pour les femmes et par les femmes très clairement, avec un lieu physique ou virtuel. Vous voyez, dans la première modélisation qui sera celui qui sera retenu après, avec un lieu accessible au niveau local, international, à la fois physique et virtuel, où il y a un centre de ressources vraiment avec les thématiques évoquées en ruralité, destiné aux femmes et pour les femmes. Et donc, il y a eu des effets aussi, hein, parce que dans tout notre processus, le fait d'avoir fait ça en Grèce, ça a permis la création, en tout cas la mise à l'œuvre, la création d'un centre rural pour les femmes en Grèce. Dans le deuxième cas, on était plutôt sur quelque chose de très virtualisé, qui ne se concrétisait pas forcément spatialement. Bon, évidemment, ça nous paraissait un peu hors sol, mais il a quand même été question aussi de mettre en place un Living Lab, comme on dit, hors sol, hein, qui existe par ailleurs, parce qu'on a fait tout un benchmarking européen sur les labs, les Living Labs qui existaient. Ça peut exister sur les smart cities, sur les différents enjeux. Ça nous paraissait très loin des rapports d'ancrage et d'appropriation dans les territoires, donc qui n'a pas été retenu. Et puis ce dernier qui était sur vivre sa vie et son rêve au travers du Living Lab, et donc le Living Lab pour les usagers vraiment avec des enjeux, voilà, des connexions sociales, culturelles, environnement, économique, de donner l'accès aux ressources justement et aux outils pour pouvoir se former, vivre dans ces espaces ruraux et ne pas partir en tout cas décrocher vers l'urbanité comme elles disent pour que ce lab participe aussi à la vie des territoires. Donc, dans le lab, il y avait 3 objectifs. Favoriser l'émergence des capacités des femmes rurales pour s'approprier des connaissances. Donc, ce qui est le cœur, c'est les connaissances. Vous voyez, ce n'est pas la santé, parce que les labs, c'est souvent thématisé. Et donc là, c'est le partage de la connaissance, de la formation, l'incubation d'innovation. Et donc, d'être un lieu ressources, un tiers-lieu ressources. Donc, effectivement, c'était le développement de capacités, pouvoir d'agir, voilà, et donc très affirmé sur le droit de femme, le pouvoir de faire quelque chose, de passer à l'action et d'être un lieu qui permet de déclencher des reprises d'activité, d'être un lieu qui permet des reprises à la formation, de faire de l'échange culturel, un lieu pour se poser aussi s'il y avait besoin pour des reprises à l'espace, des reprises au territoire, si des personnes avaient eu de l'inconfort, voire des violences dans ces espaces pour ne pas voilà, se sentir isolés, et notamment ça aussi intéressant pour les questions de l'âge. Les femmes vieillissantes à des choix de 75 ans sont souvent isolées et seules, et des questions aussi d'élevage. Et la question de l'anticipation, et donc de participer aussi à créer collectivement l'avenir de ces territoires ruraux. Donc, notre communauté, c'est un réseau
Et donc ça a été vraiment très inscrit que le réseau Network soit le cœur de fabrique de cette communauté du lab et favorise ce que je voulais dire, les renforcements de pouvoir d'agir, à la fois au niveau individuel, au niveau collectif, bien insister sur les valeurs communes, vous voyez, l'écologie, la transition, la justice sociale, l'innovation, l'approche collective, et être un système ouvert, capable de fédérer l'accès aux ressources. Et puis, il y avait cette fameuse question de la place de l'université. Est-ce que l'université, une fois fait le projet, partait de tout ça et laisser les collectifs œuvrer autour d'un lieu? Donc, on est en cours de réflexion pour voir la suite de cela, mais c'est vrai qu'il y a une incarnation aujourd'hui au CERN en Ardèche qui montre l'intérêt aussi et le soutien de la place des universités. Alors, vous aurez accès de toute façon il y aura une vidéo, aux ressources. Et puis, c'est tous des documents qui sont présents dans la production Netro, qui sont dans le rapport. Et donc, on a travaillé aussi dans ce lab, vous voyez, sur définir, là c'est en français, définir des profils. Est-ce que, je suis Aline, je suis, Chiara, ça c'était avec les Espagnols. Je suis une femme, qu'est-ce que je vais attendre de ce collectif? Qu'est-ce que va m'apporter ce lab? Donc, on a essayé de manière assez sensible, mais aussi objectivée, parce qu'on avait des données, on a travaillé sur les données, on avait fait notre travail sur la recherche sur les médias, on avait fait des collègues dans tous les territoires sur la vie des femmes rurales, et les collectifs étaient là pour en témoigner aussi au travers de différents projets. Et donc, on a imaginé, vous voyez, ces parcours. Je suis 40 ans, j'aime la vie en communauté, je veux créer une bibliothèque ambulance. Qu'est-ce que peut m'amener le collectif du Women Living Lab, à la fois sur une participation et un engagement dans les réseaux, des temps de forum et de formation, un lieu pour mener à bien des projets, un atelier peut-être d'artisanat, favoriser les rencontres européennes. Donc, on a essayé d'imaginer différents contextes que je vous ai indiqués sur les plateformes, l'accompagnement, les rencontres. Donc, il y a une formalisation ici de Mélodie Roche, et que tous ces schémas sont présents aussi dans notre MOOC, Femmes et territoires ruraux. Et donc, on a essayé d'anticiper au maximum la configuration que pouvait prendre ce lab si je suis Adela, 53 ans, qui vit en Catalogne et que le lab est en Ardèche, en France. Comment elle va pouvoir se saisir? Et du coup, avec des périodes plus peut-être en virtuel, c'est sûr, et peut-être un cheminement plus physique si besoin pour une reconversion. Mais typiquement, elle vit en Catalogne, elle est opérée de reconversion sur la céramique. En Ardèche et dans la Drôme, il y a beaucoup de femmes investies sur l'artisanat, la céramique, différentes techniques qui sont réputées au niveau international. Donc, on sait que dans le réseau, quelqu'un pourra faire du mentorat sur cet accompagnement. Et puis, grâce à l'Internet aussi, peut-être participer d'une plateforme, d'un échange, d'une reconversion professionnelle pour aider cette personne. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a imaginé. On sait que ces ateliers collaboratifs avec des plateformes en ligne, tout ça est en train de se mettre en place avec des témoignages, avec du forum. Il va falloir trouver, comme toujours, l'année de la guerre, des financements pour faire vivre ce lab. Donc, grâce à ce lab, on a eu une posture de coproduction. Et ça, c'est vrai que, on va dire, dans tous les projets que j'ai portés, ça a été plus long que d'habitude, parce que coproduire en permanence, c'est aussi du travail, parce que les personnes ont tout relu, tout ce que je pouvais écrire, le MOOC. Et vous savez pourquoi? Au départ, ça s'est posé, je suis assez honnête avec ça. On avait dit, on fait de la recherche. Puis après, vous voyez, les urgences de production, puis arrive le MOOC qu'on fait en plus en virtuel, en présentiel, entre les périodes de confinement. Et puis, il y avait la traduction des textes en 4 langues. Le MOOC est traduit en 4 langues. Donc, de toute façon, les femmes des collectifs, elles ont traduit, c'était super, en français, en grec, espagnol, mais elles ont tout lu, toute la production universitaire, même de mes collègues, comme Sylvie Paré, qui a participé au MOOC, a été traduit en grec, en espagnol, voilà. Donc, elles ont lu toutes les productions universitaires, elles ont lu tout ce qu'on écrivait, et quand on faisait des productions communes, comme le MOOC, comme l'exposition, tout a été validé ensemble. Donc, c'est sûr que c'est long, mais en même temps, je suis assez tranquille pour vous dire que je parle pour elle et pour la voix des femmes au travers de moi, parce que je sais qu'on a vraiment tout validé ensemble. Donc, on a été dans des mécanismes, évidemment, d'innovation sociale, en lien du formel et de l'informel. Et puis, on a lié, et on sait qu'on aura en plus lié des agencements de réseaux de collectifs préexistants pour
notamment, hein, il y a les réseaux des labs, les réseaux qui existent déjà dans les espaces du développement local, où justement, moi je ne souhaite pas que les réseaux qui s'identifient plus femmes, développement féministe, soient isolés aussi de ce qui se passe dans le développement local, territorial, institutionnel, ou aussi du secteur associatif, qui intervient beaucoup aussi pour tout le développement sur le patrimoine et la culture. Et c'est un projet qui a été très, très bien réceptionné. Donc, juste sur les conclusions, des mécanismes préexistants du développement local et territorial qui se sont réactivés. Et je pense que ce qui est beaucoup réactivé, c'est les nouveaux outils qu'on a pour créer des communs et cette fabrique des communs. Et on voit bien maintenant dans nos disciplines, on va chercher des outils de la médiation, de la vidéo, de justement faire avec les personnes, et que là, très clairement, on avait des affirmations très claires. C'est une démarche qui se territorialise aussi. Moi, je le vois aussi comme les territoires se sont ouverts à ces questions sociales, culturelles, patrimoniales, mais aussi sur l'égalité femmes-hommes, les approches de genre. On a de plus en plus d'intérêt, et ça, c'est ce qui est positif, hein, ce que je voulais vous dire, parce que souvent, sur l'égalité de genre, c'est long, ça met du temps à s'incarner. Mais du coup, il y a une bonne réception de plus en plus de ces sujets dans les territoires locaux, même s'il y a toujours des résistances, hein, il ne faut pas vous dire que c'est idéal et que ça ne pose pas toujours question. En tout cas, il y a une meilleure écoute, ce qui nous permet déjà de se poser autour de table de travail et de faire ce travail culturel avec les collègues ou les personnes pas convaincues. Et je tiens à dire que voilà, il y a une bonne réception, que ce soit auprès des élus, hommes ou femmes, sur ces sujets aujourd'hui, pour dire que c'est un vrai enjeu pour les territoires et qu'il y a beaucoup de maires qui se sont engagés sur ce sujet. Alors moi, je pense on est là dans le projet qu'on a fait sur un commun féministe très clairement territorialisé, notamment dans cette fabrique, et on l'a vu sur les valeurs, sur la manière de très clairement affirmer aussi cette étiquette, hein, sans dire oui, non, on fait, mais nous, on n'est pas dans la revendication, là, c'est très clair. Et une gouvernance par les collectifs et l'université qui est à construire, mais qui a été une voie vers l'émancipation. Et je pense qu'effectivement, ce dispositif de co-recherche, qui est aussi plus long, donne une nouvelle place, mais intéressant, hein, qui est hyper créatif, donne une place à l'université, et plus directement va permettre aussi à ce Leading Lab une forme de pérennisation à plus long terme, je l'espère. La suite des financements, on va y revenir sur ce sujet. Donc, vous avez mis quelques références bibliographiques, voilà, la référence du projet Netro. Et puis, je vous ai mis en accès le lien sur notre projet Netro. Et vous allez retrouver des magazines en lien PDF que vous pouvez télécharger, aussi une exposition. Et donc, je voulais finir sur ça parce qu'on l'appelait La Voix des femmes rurales. C'est une exposition qui a été présentée dans différentes mairies, lieux, donc Saint-Rosel en Ardèche, à Valence, à Saint-Sobre, à Saint-Julien-Saint-Alban. Et donc, c'est des maires à chaque fois qui se sont engagés à ce qu'on mette, vous voyez, cette exposition, elle est en PDF, mais c'est des bâches, en fait, c'est des grandes bâches. Et on les a mis, et notamment, on avait pensé à ça parce qu'on était en période post-Covid. Et donc, on les a accrochés sur les places de village, vous savez, entre les arbres, entre les platanes, avec une inauguration. Et c'est souvent resté 15 jours, 3 semaines sur les places de village. Et ça a beaucoup fait discuter. Notamment, on est allé dans des villages où il y avait des femmes, là, Myriam Houdon, Girard, qui étaient présentes et qui disaient, voilà, j'ai participé à ce projet Netro, et du coup, ça a permis de faire discuter sur cette question de la place des femmes dans le village, dans la communauté. Et donc, vous voyez, on a travaillé sur des portraits de femmes, on a sélectionné, hein, parce qu'à chaque fois, il a fallu sélectionner sur chaque territoire, on en a 12 en tout, à la fois individuelles qui sont, là, il y a une personne qui s'occupe d'une bibliothèque itinérante, des activités plus classiques sur l'agriculture, mais aussi les collectifs de femmes. Ici, vous voyez en Catalogne, engagés sur le droit des femmes, les Odettes avec qui nous avons fait le projet, ou la coopérative sociale Péri-Hermont en Grèce. Et donc, voilà, je voulais finir sur ça parce que ça a été des moments de circulation aussi de cette exposition au niveau européen, et qui, pour moi, pour le coup, participe aussi là vraiment d'un récit et d'une fabrique de commun sur ces sujets. Donc, merci pour votre invitation et attention.